pour vous tendre le micro et puis écouter vos questions. La première était là-bas, je crois. Oui, bonjour. Vous avez évoqué la piste de l'hydrogène, qui fait partie des grandes décisions qui sont prises par 2 grands pays en Europe. Il y a des décisions d'investissement de plusieurs milliards qui sont faites sur ce secteur. Vu depuis l'extérieur, avec un regard externe sur ces questions-là, on a l'impression que cette filière elle était un peu laissée de côté par rapport à tous les enjeux pour aller chercher de l'énergie un peu partout sur la planète. On a l'impression que c'est une voie qui peut être intéressante, qu'on l'a laissée de côté. Et puis, tout d'un coup, on la sort comme ça du chapeau. Alors, moi, j'ai 2 questions. C'est pour quelles raisons on n'a pas traité, on ne s'est pas intéressé à cette filière, autant que la filière bois, que la filière photovoltaïque ou éolienne. Et quel est votre pari dans les 10 prochaines années sur la proportion de ce vecteur énergétique après les investissements qui seront faits par les grands pays européens? La réponse à la deuxième question, c'est epsilon. Ça a un lien avec la réponse à la première question, qui est l'hydrogène. On le connaît depuis très très longtemps. C'est pas un truc. L'hydrogène est un truc qu'on ne trouve pas dans la nature. Et le seul hydrogène que vous trouvez dans la nature est sous forme liée. Donc vous avez de l'hydrogène dans l'eau, sauf que pour casser l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, il faut dépenser plein d'énergie, et il faut en dépenser plus que l'énergie que vous récupérez en utilisant l'hydrogène derrière. Donc en fait, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Le soleil, c'est une source d'énergie, parce que vous avez une réaction nucléaire permanente dans le soleil qui amène de l'énergie dans le système. Les combustibles fossiles, c'est une source d'énergie. En fait, c'est de l'énergie nucléaire ancienne, puisque c'est de l'énergie solaire ancienne, qui s'est concentrée dans des petites poches souterraines. Et aujourd'hui, on peut extraire ça de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que l'énergie que ça va fournir. L'hydrogène, vous ne pouvez pas l'extraire de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Vous êtes obligé de mettre plus d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir. Donc, ce n'est pas une source d'énergie. C'est éventuellement une manière de l'utiliser, mais vous avez besoin d'une autre source d'énergie. Alors aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit en quantité significative parce que c'est une matière première pour la chimie des engrais. En fait, l'hydrogène est une matière première pour faire de l'ammoniac. Pour faire de l'ammoniac, la formule NH3, vous avez besoin d'azote, ça c'est facile, on le prend dans l'air, et vous avez besoin d'hydrogène. Alors cet hydrogène, il est produit d'une façon très simple. On prend du méthane, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, CH4, gaz naturel, on le mélange avec de l'eau, H2O, donc tout ça est plein d'hydrogène, l'hydrogène de l'eau, l'hydrogène du méthane. On chauffe l'ensemble très fort avec du gaz, et à ce moment, vous avez l'hydrogène qui se sépare à la fois du carbone du méthane et de l'oxygène de l'eau, et le carbone du méthane et l'oxygène de l'eau s'associent pour faire du CO2. Donc aujourd'hui, produire de l'hydrogène, il n'y a aucun problème, Air Liquide vous fait ça partout, et les grandes applications, comme je le disais, c'est la production de l'ammoniac pour la chimie des engrais, et la deuxième grande application, c'est la désulfuration des carburants. Donc vous avez des unités de production d'hydrogène dans toutes les raffineries pour faire des carburants qui ne contiennent pas de soufre. Donc l'hydrogène, ça fait très très longtemps qu'on connaît. On sait également depuis très longtemps que c'est le gaz qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume. D'accord ? Or, on sait aussi depuis très longtemps, à cause de M. Marriott et de sa loi éponyme, que la dépense énergétique liée au transport d'un gaz est indépendante de la nature du gaz. Donc si vous prenez le gaz qui a la plus faible densité énergétique par unité de volume, c'est là que vous allez avoir les pertes énergétiques les plus importantes liées à son transport et son stockage. Dernier point, l'hydrogène est une toute petite molécule. Donc vous ne pouvez pas utiliser les réseaux existants de gaz pour transporter de l'hydrogène, parce que sinon l'hydrogène va se coller dans les microfissures de l'acier et fragilise le réseau. Dans le réseau français de distribution de gaz, par exemple, basse pression, celui qui arrive chez vous, eh bien, on peut mettre 6% d'hydrogène dans le gaz et pas plus, parce que sinon le réseau casse. Donc vous êtes obligé de refaire des unités, des infrastructures de transport dédiées. Et puis pour le produire de manière propre, alors j'ai fait un tout petit calcul. J'ai imaginé qu'on produisait de manière propre, c'est-à-dire avec de l'éolien, de l'électrolyse et du stockage. Tout ça n'est pas propre, mais c'est pas grave, c'est quand même propre. L'hydrogène nécessaire au transport français. En France, on consomme 40 millions de tonnes. Je pourrais refaire l'exercice avec la Suisse, ça serait tout aussi démesuré. En France, on utilise 40 millions de tonnes de pétrole par an dans les transports. Pour produire la même quantité d'énergie en hydrogène pour alimenter les transports terrestres, en tenant compte du fait que les piles à combustible sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne, j'ai tenu compte de ça, eh bien, il faudrait qu'on double la production d'électricité française pour électrolyser de l'eau pour faire l'hydrogène.
Et si on met que des éoliennes pour ça, puisque le nucléaire c'est cacaberc et le reste c'est cacaberc, eh bien il faudrait qu'en France on installe 1,5 fois le parc éolien qu'on a actuellement en Europe. Ou il faudrait qu'on multiplie le parc français par, que je dise pas de conneries, 15. En 10 ans, n'importe quoi. Au surplus dans un pays qui va rentrer en récession structurelle. Parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'à cause de la décrue sur le pétrole, le paysage économique à partir de maintenant, c'est qu'en gros, l'évolution structurelle dans les pays de l'OCDE, ça va être la contraction économique, donc la décroissance, pour appeler un chat un chat. Donc on ne va pas avoir et l'argent pour payer ma maison de retraite et la vôtre, et l'argent pour payer l'hôpital, et l'argent pour payer, je ne sais pas quoi, les smartphones, et l'argent pour faire la 5G, et l'argent pour faire l'hydrogène, et on n'aura pas. Et c'est fini ça. Ça, c'est en période de croissance. En période de non-croissance ou de contraction, si vous faites A, vous ne faites pas B. Et vous ne faites même pas un bout de C que vous faisiez avant. Donc, l'hydrogène, il y a un cas de figure où ça sert à quelque chose, un seul. C'est si on le fait par électrolyse avec une source bas carbone pilotable de base, donc j'ai nommé le nucléaire, et si on s'en sert pour faire de la réduction du minerai de fer ou de l'ammoniac pour faire les engrais. Voilà. Donc il y a deux applications intéressantes de l'hydrogène, qui ne sont pas du tout celles que l'Europe va financer, parce que le nucléaire c'est cacaberc, qui sont l'hydrogène à partir de nucléaire pour faire soit de l'acier, en réduisant le minerai de fer, soit des engrais. Voilà, ça c'est les deux trucs intéressants. Dans la mobilité, on oublie, on passe les gens de la voiture au vélo, c'est beaucoup plus simple. Au vélo électrique. Toutes les bagnoles que je vois dans Genève, là, il y en a 80% que je peux remplacer par des vélos électriques, sans aucun problème. Pour moins de 20 bornes par jour, aucun problème.